Salut, c'est Mario. Quand on regarde l'analyse de l'équation de la performance, les facteurs qui déterminent les performances des individus et permettent d'obtenir des résultats sont vraiment plus ou moins contrôlables par l'individu et par le manager. L'accent particulier mis sur le système de gestion de l'effort décrit dans cette vidéo découle du point critique selon lequel l'attitude et l'effort relèvent entièrement et uniquement de la responsabilité de l'individu. Ce point peut toutefois créer un dilemme pour de nombreux gestionnaires bien intentionnés. En général, quand les employés ne parviennent pas à obtenir des bons résultats après leur formation et leur développement initiaux, c'est à cause d'un problème de volonté, un problème d'attitude et d'effort, pense-t-il. Parfois, c'est peut simplement être une mauvaise adéquation avec l'opportunité ou l'environnement qui est à blâmer. Et parfois, un problème de talent peut être identifié. Mais la plupart des gestionnaires vont reconnaître qu'un effort médiocre ou inconstant est vraiment à l'origine de la plupart des problèmes de performance. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un gestionnaire peut faire face à des performances médiocres? Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Si l'effort et l'attitude relèvent exclusivement de la responsabilité de l'employé, qu'est-ce qu'un manager peut faire pour amener ses collaborateurs à travailler plus dur ou de manière un peu plus constante ou cohérente? L'approche adoptée par les nouveaux gestionnaires et coachs, et même par certains vétérans, consiste à s'impliquer dans la question de la volonté de faire de l'employé. Et lorsqu'ils le font, ils commencent généralement par le madouer. Les cajoleries sont une réponse très courante à ce que la plupart des managers perçoivent comme le défi que représente la mauvaise performance d'un employé. Parce qu'ils aiment les défis et parce qu'ils sont généralement conditionnés à s'occuper des problèmes plutôt que de la croissance, les gestionnaires ont tendance à se consacrer aux employés qui ne fournissent pas beaucoup d'efforts. Cette approche repose sur l'hypothèse que les bons employés et même les employés moyens vont s'acquitter de leurs tâches sans qu'on les y oblige. Le manager choisit de se concentrer sur les personnes qui ne feront pas le travail à moins que je les oblige. Enfin, les managers n'ont d'autre choix que de demander plus d'efforts. Ils ne font pas de distinction entre motivation et renforcement et tentent de les motiver en manipulant certains renforcements externes. Ce qui devait être du coaching devient alors de la cajolerie. Il existe donc deux stratégies principales d'incitation, la gestion des attitudes et la modification du comportement. Toutes deux ont cependant en commun l'idée de faire quelque chose aux gens. Les exercices de gestion des attitudes, une séance de stimulation, des programmes d'incitation, des discours d'encouragement, des pep talks, des séminaires de motivation font partie des principaux outils du manager cajoleur. Il convient de noter que ces exercices peuvent produire des effets positifs presque immédiats, du moins à court terme, en partie parce qu'ils impliquent une rupture brutale avec le travail et le lieu de travail et en partie en raison du renforcement positif. Il n'est pas étonnant que les gens se sentent mieux au sujet de leurs problèmes professionnels lorsqu'ils assistent à un séminaire, par exemple, sur le pouvoir personnel ou à une retraite de renforcement moral. Ils sont pas au travail. Avec le plein accord de leurs supérieurs, ils ont été autorisés à mettre de côté la réalité quotidienne de leurs problèmes de performance. Mieux encore, on leur a promis que quelqu'un d'autre, un gourou de la motivation, résoudrait leurs problèmes. De nombreuses personnes sont ainsi sauvées, mais la plupart d'entre elles vont rechuter dès que le prédicateur quitte la ville. La gestion des attitudes, dans la mesure où elle ne cherche généralement qu'à modifier les attitudes sans cultiver aucun changement de comportement associé, n'a que peu d'effet à long terme. La lune de miel va s'estomper rapidement. La nouvelle attitude s'érode souvent en l'espace de quelques jours ou même de quelques heures, parce que l'attitude habituelle de l'individu va se réaffirmer ou parce que les mêmes vieux comportements finissent par éroder la nouvelle attitude. Il y a une autre approche qui est courante, qui consiste à modifier les comportements en introduisant des nouvelles procédures,
en menant de nouvelles activités, en mettant en place des nouveaux systèmes d'information, en distribuant de nouveaux outils de planification, etc. Une fois de plus, l'accent est mis sur les aspects extérieurs. Les changements ne concernent pas la personne, mais le lieu de travail. Il y a le même effet de vacances en s'éloignant de l'ancien lieu de travail, mais ça ne peut pas durer longtemps. Changer les routines peut entraîner des changements qui sont apparents dans le comportement, mais entre vous et moi, ils ne vont pas très loin. Aussi souvent que des managers cajoleurs mélangent les cartes, ils vont se retrouver toujours à jouer avec les mêmes vieilles cartes. Tout le monde aime le changement. Oui, mais les changements de comportement sans réforme plus profonde des attitudes sont également inefficaces à plus long terme. Les approches de type cajolerie ont un faible taux de réussite à long terme car, bien qu'elles soient censées agir de l'extérieur vers l'intérieur, elles ne s'intéressent généralement qu'à l'extérieur. Lorsque les employés sont cajolés, ils intériorisent rarement les priorités ou les valeurs du manager ou de l'entreprise. Les méthodes d'incitation ont également tendance à s'intéresser à l'attitude ou à l'effort. Un coaching plus efficace, cependant, traite à la fois et de l'attitude et de l'effort et travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Le simple fait de distinguer les problèmes d'effort des problèmes de talent va éliminer l'une des stratégies les plus courantes et les moins productives utilisées la plupart du temps par les managers pour faire face aux mauvaises performances, c'est-à-dire adopter une approche de type pouvoir faire pour un problème de type vouloir faire. Les problèmes liés à l'effort ne peuvent tout simplement pas être résolus par l'acquisition de nouvelles compétences. Les problèmes d'effort n'ont pas grand-chose à voir avec un manque de talent. Et pourtant, à maintes reprises, les cadres prennent des personnes qui ne travaillent pas très dur et les recyclent, les envoient suivre des cours ou même travaillent avec eux pour leur montrer une fois de plus comment faire le travail. Les cadres supposent presque instinctivement que les mauvaises performances sont dues à un problème de compétence. En particulier les cadres qui sont devenus cadres en partie parce qu'ils ont réussi à développer leurs aptitudes et leurs compétences. Par conséquent, ils ne peuvent pas voir d'autres solutions. De bonnes attitudes et des niveaux d'effort élevés constituent l'élément volonté de faire de la performance. Quand le manque d'effort est un problème, les managers sont confrontés à un problème de volonté qui est à proprement parler hors de leur contrôle. Travailler dur, avoir une bonne éthique de travail sont vraiment des engagements qui commencent à l'intérieur de l'individu. C'est une évidence, vous ne pouvez pas faire travailler les gens. Vous pouvez exiger et obtenir la conformité, mais vous ne pouvez pas commander l'engagement. Par conséquent, ce sont les gestionnaires qui croient pouvoir faire travailler leurs employés qui finissent eux-mêmes par travailler plus dur. Ils ordonnent aux gens de travailler, les supplient de travailler, les tentent à travailler, ils décrivent les récompenses que les gens vont recevoir s'ils travaillent ou les menaces de conséquences douloureuses s'ils ne travaillent pas. Ils invitent les gens à travailler, les poussent à travailler et parlent des avantages du travail. Les cadres qui s'occupent de cette manière sont généralement les personnes les plus occupées de l'organisation et font souvent preuve d'un niveau d'effort admirablement élevé. Mais cette performance de gestionnaire n'est pas toujours associée à la performance à long terme souhaitée par les employés. Et même si c'est difficile de le maintenir, il faut beaucoup d'efforts pour faire travailler les gens et ces efforts sont presque toujours mal placés parce qu'ils sont utilisés pour tenter de maîtriser des éléments qui sont incontrôlables. Les bénéfices sont généralement si disproportionnés que l'épuisement est vraiment inévitable. Comme on l'a déjà souligné, l'effort et l'attitude doivent être reconnus comme relevant de la responsabilité de l'individu lui-même et non de celui du gestionnaire. Les cadres sont parfois troublés par ce concept, peut-être parce qu'il va à l'encontre de l'idée qu'on se fait généralement des fonctions de gestionnaire. Comme on l'a déjà observé, quand on demande aux gestionnaires qui est responsable de l'attitude de vos collaborateurs, il y a beaucoup d'entre eux qui répondent « ben moi j'ai une responsabilité, c'est à moi de les garder motivés ». Mais quand on demande au manager « préoccupez-vous pas de votre personnel, qui est responsable de votre attitude à vous », les managers ne transfèrent jamais la responsabilité à leur patron ou le supérieur et disent « c'est mon attitude, c'est ma responsabilité ». Donc, si les managers se considèrent comme responsables de leur attitude, pourquoi est-ce qu'ils traitent leurs employés de façon différente?
En fait, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les cadres sont peut-être un peu trop disposés à assumer le fardeau des responsabilités de leurs employés. Dans une culture d'entreprise traditionnelle, la responsabilité et l'obligation de rendre compte ont tendance à être transmises aux différents niveaux de commandement. Cette tendance est efficace à des fins de planification et de communication. Toutefois, lorsque l'autorité et l'initiative se trouvent toujours à un niveau supérieur, il semble naturel que l'attitude de la motivation soit l'affaire du manager et non de l'employé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous faites évidemment partie du 1% qui prennent les choses à cœur et qui vont jusqu'au bout des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Nous publions environ de nouvelles vidéos à toutes les semaines. Bon succès!